interview de la boîte à livres. Chers auditeurs, chères auditrices, mon défi est de vous présenter des livres vraiment différents et de vous faire voyager d'univers en univers. Et je crois qu'aujourd'hui, ce livre que je vais vous présenter, eh bien, il est vraiment dans cette optique. Alors, je suis vraiment heureuse de vous présenter Isabelle Sarne, que j'ai rencontrée sur Facebook grâce à la magie du virtuel. Bonjour Isabelle. Bonjour, merci de m'inviter. Alors Isabelle, ton livre « Se libérer de son histoire familiale », publié aux éditions Jouvence, eh bien, me semble être une sorte d'atelier que l'on peut faire depuis chez soi tout en étant accompagné pas à pas par toi. Alors je me demandais si ce n'était pas un peu illusoire de penser qu'il est possible de se libérer de son histoire familiale en faisant des exercices dans un livre. Je dirais que oui et non, dans le sens où pour se libérer de son histoire familiale, il faut aller dans la pratique. Donc, ça passe par des exercices qui, en général, lorsque, par exemple, je vois des patients, ça se fait dans le cadre thérapeutique avec une pièce vraiment dans un cadre de la thérapie du transgénérationnel. Mais là, l'objectif du livre, c'était de permettre ça sans que forcément, peut-être avant d'aller voir le thérapeute, ou peut-être juste pour entrer dans cet univers. Donc, ça permet déjà, en fait, ces outils de se poser des questions, de se positionner, de laisser émerger peut-être des questionnements aussi qui pourront ensuite être approfondis avec un thérapeute. Par contre, c'est sûr que le livre ne remplace pas le thérapeute. C'est ça, en fait, qui est important de comprendre. Mais en même temps, chacun va à son rythme. Il y a des gens pour qui le livre, au moment où ils liront, ça sera suffisant pour eux. Mais par contre, c'est vrai que quelqu'un qui a besoin, qui se rend compte qu'il y a des problématiques, je dirais, assez, qui le bloquent vraiment dans sa vie, à un moment, il va falloir qu'il passe par l'accompagnement d'un thérapeute. Oui, effectivement. Ça fait sens parce que je crois qu'il est possible que l'on croise des mémoires difficiles ou bien de se retrouver face à des blocages ou peut-être des zones aveugles. Est-ce que c'est probable, ça Tout à fait, et c'est très très probable, merci de le soulever, parce qu'effectivement, plus on, déjà en fait ce livre, ça permet de se positionner dans son histoire familiale et surtout d'interroger les relations. C'est ça qui est assez spécifique à la psychanalyse transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on n'interroge pas la généalogie forcément, mais on interroge l'histoire. Donc dans l'histoire, c'est les relations entre les individus qu'on interroge. Quand on commence à interroger, par exemple, si je prends concrètement la relation de son père à son propre père, donc de son propre grand-père, ça peut faire ressortir en mettant les mots et en caractérisant le lien de ces deux personnes-là et des faits. Ensuite, on peut aller dans le récit. Qu'est-ce que votre père a raconté de votre grand-père, etc., puis tout ce qu'on a pu voir de notre père par rapport à cette personne, ça peut faire ressortir des questionnements peut-être sur des secrets de famille, sur des traumas, sur des chocs. Et c'est un peu l'objectif du questionnement d'histoire familiale, c'est en fait de faire monter à la surface des choses qui sont cachées, qui bloquent. Donc, effectivement, dans ce cas-là, l'accompagnement d'un spécialiste pour gérer toutes ces choses qui remontent, ça peut être vraiment des problématiques, des secrets, il y a plein de problématiques, je ne sais pas, d'inceste ou plein de choses comme ça qui ressortent à la lueur de cette lecture, puisque on interroge les relations, donc on va quand même en profondeur. Oui, et j'ai lu d'ailleurs dans ton livre que tout a commencé par ta propre histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est ça, c'est bien de commencer par soi-même avant de vouloir aider les autres. Moi, j'ai une histoire familiale avec, des grosses problématiques de folie, où j'avais une mère qui était malade mentale, problématique d'alcoolisme et aussi d'emprise. Voilà, il y a vraiment, c'est un peu ce qui caractérise, c'est beaucoup d'emprise, donc de la perversion. Donc une emprise qui a mené à la folie, parce que c'est juste un symptôme.
hein, Oui. la folie de finalement quelque chose qui est toxique dans la famille. Donc, voilà, donc ça, c'est mon histoire. Mais ce qui surtout a été pour moi très lourd, hein, c'est que je suis enfant unique. Je suis une enfant unique, née d'enfant unique. Ah, Enfin, un enfant unique, je dirais. Donc, moi, en fait, effectivement, je suis la deuxième parce qu'il y a eu un avortement avant moi. Ma mère est celle qui est vivante, mais il y a eu d'autres enfants avant elle, dont une qui est décédée enfant et que je remplace. ah, oui. Avec intentionnellement, non pas de ma mère, mais de ma grand-mère. Et mon père est un enfant unique aussi, non désiré. Donc, il y a toute cette... c'est important, enfin, pour moi, ça a été lourd, puisqu'il n'y a pas de possibilité de partage avec des frères, des sœurs, beaucoup de cousins, beaucoup d'oncles et tantes. Voilà. Donc, effectivement, ça a été lourd une problématique familiale assez lourde où j'ai dû partir à 5000 km jeune, à un moment de ma vie, pour juste avoir le sentiment d'exister. Et en fait, après, je suis revenue en France pour m'attaquer justement à tout ce que j'avais mis derrière, mais qu'à un moment, il fallait que je mette derrière, mais à un moment, il fallait vraiment que je m'en occupe pour pouvoir avancer dans ma vie. Voilà. Donc, il y a eu des choses très marquantes dans mon histoire. Il y a un événement que je relègue dans mon histoire qui est, on va dire, un enlèvement à mes parents de la part de ma grand-mère avec tout le concours de la famille, puisqu'il n'était pas concevable que mes parents, qui étaient des 68 se libèrent en fait, ne répondent pas au joug familial. Voilà. Donc, il y a quand même une problématique d'emprise qui est assez prégnante. Et voilà, ça a été toute la libération, tout mon travail thérapeutique, que ce soit à travers le yoga, la sophrologie, tout ça, la danse, ça a été de me libérer de tout ça. J'ai été interpellée par le fait que tu dis que tu es fille unique et ça m'a fait penser que finalement tu n'as jamais pu confronter ta version de l'histoire avec la version de tes frères et sœurs que tu aurais pu avoir. Oui, exactement. C'est très juste. Le mot confronté est juste. J'emploierais aussi le mot partage. Aussi, oui. Et c'est ce qui, pour moi, a été difficile parce que je ne pouvais pas partager tout ce que je vivais sur le plan émotionnel, surtout sur le plan émotionnel, puisque mes parents étant eux-mêmes embourbés dans dans leur honte, dans toutes les humiliations aussi qu'ils ont vécues, notamment par le fait qu'on m'enlève à eux, donc ça veut dire en sous-texte, vous êtes incapable de vous occuper de votre fille. Et donc par eux-mêmes leurs problématiques que eux-mêmes n'avaient pas réglées du tout. Donc, il n'y avait pas de possibilité pour moi de partage, de confrontation et de questionnement. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et ça m'a énormément manqué. Donc, pendant longtemps, j'ai porté ça seule, avec beaucoup de honte, parce que j'avais l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait dans mon histoire et en moi. Et voilà, et c'est d'où pour moi l'importance de transmettre, et par ce livre, et voilà, par les outils que je transmets, de pouvoir poser ça, l'exprimer. Mm. Et qu'il n'y a pas Oui. de honte dans n'importe quelle histoire. Et donc, d'une certaine façon, exposer quelque part ton histoire, c'est la partager avec d'autres frères et sœurs symboliques et aussi avoir comme un retour ou une caisse de résonance, on va dire, quelque chose comme est-ce que Oui, ça résonne c'est ça. Hmm. C'est ça, c'est une caisse de résonance et en même temps, je dirais que le livre est un merveilleux médiateur parce que je l'ai posé dans le livre et après les gens se l'approprient comme ils veulent. Mais c'est vrai que quand j'ai des retours des gens que je connais, de mes élèves par exemple qui ont lu le livre, oh, mais je ne savais pas, et même des gens de ma famille qui me disent mais je ne savais pas ça, etc. Mm-hmm. C'est un médiateur de partage, je dirais. Ça y est, moi je l'ai posé, mais on le partage, je dirais, par le livre, Ouais. par le support des mots et du livre. Et je trouve ça assez fascinant comme processus, puisque ça permet à chacun de se positionner comme il en a envie, de vivre ce qu'il a envie de vivre par rapport à ce que j'ai pu partager de cette histoire. Voilà.
Et tout ça m'amène à me poser une question. Est-ce que toucher à son histoire familiale, ce n'est pas un peu toucher à ce qui nous définit, à notre identité? Complètement. Complètement, puisque en plus, dans l'approche psychanalytique, quand même, on parle du sujet, donc c'est de se positionner comme sujet, comme acteur de sa vie. Et effectivement, c'est de trouver sa place, de se positionner plus exactement dans l'histoire familiale. Et donc, par rapport à ce qui nous définit. Donc, c'est revenir, en fait, en travaillant là-dessus, c'est de laisser ce qui nous a définis, donc de façon consciente et inconsciente, toutes les projections, toutes les injonctions, tout ça, parce qu'on est avec ce bagage-là, qu'on soit dans une famille toxique ou pas toxique, veut pas, on est avec tout ça, pour se définir selon qui on est, selon soi-même, selon qui je suis dans ma place de sujet, donc en tant qu'individu à part entière, en tant qu'être humain appartenant à la communauté des êtres humains, et donc de se définir selon vraiment sa sensibilité, ses intentions, sa propre volonté, etc. Donc exactement, c'est tout à fait un travail identitaire, oui. Est-ce que tu penses qu'il est possible de changer sa relation à sa famille, comme par exemple mieux s'entendre avec ses parents ou pardonner à des membres de la famille qui nous auraient fait du mal, après avoir fait un processus comme celui que tu proposes? Tout à fait. Alors là, par contre, je dirais que ce qui est important, c'est le processus. D'abord de se positionner, d'interroger les relations. Le but, c'est quand même de digérer les choses. Pour tourner la page, il faut digérer. Et de là, ça, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais en systémie, on voit qu'à partir du moment où dans la famille, il y a une personne qui bouge, dans le système, ça bouge. Sauf qu'on ne peut pas prévoir la façon dont ça bouge. Donc, il y a des fois, alors quand il y a quelque chose qui bouge, surtout dans un système très toxique, il peut y avoir des moments où il y a des frictions. Et après, c'est vraiment d'observer tout en restant dans sa posture. Et ça, j'insiste là-dessus parce que quelquefois, c'est voilà, je vais tout arranger dans la famille. Non, c'est de partir de soi et d'observer qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui ne bouge pas dans la famille. Et effectivement, moi, j'observe avec mes patients et je décris des cas de patients dans mon livre où, mais je dirais que ça se fait presque tout seul, où il y a des discussions qui ont lieu qui n'auraient même pas été possibles avant. Et c'est parce que la personne elle-même, déjà, elle a parlé avec elle-même et elle m'a parlé avant. Donc, elle a déjà elle-même expérimenté dans tout son corps le fait d'extérioriser quelque chose et tout. Donc là, ça peut effectivement pacifier certaines relations, les préciser, parce que ça peut aussi dire, ben voilà, alors peut-être qu'on va se voir de telle façon, etc. Ou aussi dire, ben, finalement, cette personne, je me rends compte que je voulais absolument rester en lien avec elle, je forçais par loyauté, par plein de choses, et puis finalement, je me rends compte que ben, ça ne m'apporte rien. Donc, ben, j'ai plus trop envie de la voir, finalement. Ça peut être ça aussi. Et au bout du compte, alors, le processus de pardon, moi, je le mets vraiment en bout de ligne. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a extériorisé, tout posé, qu'elle s'est respectée dans tout ce qu'elle a à dire, à exprimer, à éclaircir, là, c'est son choix de dire, ben, OK, à la lueur de tout ce que je sais, j'ai exprimé, je décide de pardonner à telle ou telle personne. Voilà. Mais pour moi, ça se fait dans cet ordre-là et pas au début. Parce que sinon, on retourne dans le refoulement, pour moi. Voilà. Donc, il faut d'abord évacuer, extérioriser, se légitimer, se permettre d'être vraiment un sujet vivant, qui a des émotions, qui a vécu des choses. Et en général, quand ça bloque, c'est parce que ça a été intériorisé, donc il faut les extérioriser. Et pour ça, le cadre thérapeutique, là, il faut un thérapeute quand même. Moi, c'est ce que j'ai à mes patients. Ce cadre thérapeutique, c'est parfait, donc allez-y. Il faut le poser un moment, il faut. Voilà. Super passionnant. D'ailleurs, ça me fait penser que finalement, tout est histoire et que l'histoire familiale, c'est aussi des choses qui se disent avec l'accord de tout le monde et qui sont en lien avec une manière de voir ce qui se passe, les faits, et il y a beaucoup d'interprétations. Qu'est-ce que tu recommanderais par rapport à cette tendance que l'être humain a d'interpréter, de donner du sens
à des événements, d'aller parfois peut-être même chercher de la symbolique ou pour rendre acceptable une histoire parfois inacceptable. Oui, alors la symbolique, moi je pense que c'est important hein, parce que notre vie est parsemée de symboles, d'interpréter. Alors là, moi je dirais, je le ramène et j'en parle dans le livre, au roman familial. C'est typique des histoires familiales où, par exemple, quelque chose de honteux, euh, eh bien, voilà, va y avoir des biais pour masquer ça. Donc, il faut quand même savoir que derrière la honte, il y a forcément de l'humiliation. Sinon, il n'y a pas de honte. S'il n'y a pas d'humiliation, la honte n'a pas vraiment sa source. Mais par contre, pour qu'il y ait honte, il faut vraiment comprendre qu'il y a eu de l'humiliation. Donc, pour masquer tout ça, on va enjoliver, on va faire des héros, ou alors au contraire, on va faire des démons. Alors lui, hein, c'est comme ça, ou elle, oh, c'est une sainte, enfin voilà, tout ça. Donc là, on interprète. Donc l'enfant qui baigne là-dedans, bah, forcément, il va inconsciemment et aussi peut-être par loyauté pour se sentir appartenir à un groupe, il va adhérer forcément à tout ça jusqu'au moment où il y a un moment où ça bloque parce que effectivement tout ça est mis en place. Alors il y a au niveau individuel, c'est mis en place parce que c'est tellement intolérable que je raconte ça parce que je ne peux pas y toucher. Par contre, au niveau du système familial, c'est vraiment de maintenir, c'est une croyance fausse, d'accord, mais c'est de maintenir la stabilité de la famille. Donc, ça veut dire que là, il faut aller voir ce qu'il y a honte, ça veut dire qu'il y a souvent il y a des secrets, il y a des choses inavouables, etc. Et là, dans ces cas-là, la présence d'un thérapeute est vraiment nécessaire parce que ça permet dans le regard du thérapeute et donc dans le travail de transfert et de soutien du thérapeute, de défaire, d'émailler cette honte et de voir que finalement, non, je peux parler. Je peux parler, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui donne du sens. Et en fait, le besoin de sens, moi, je crois que l'être humain a besoin de sens. Enfin, je veux dire, on ne peut pas vivre sans sens. C'est pas... Sauf que ça redonne un sens intérieur et un sens que la personne peut s'approprier. Alors, ok, je comprends de l'histoire. Qui s'est passé ici? On m'a dit que c'était ça, mais finalement, c'est pas ça. C'est ça. Ah bon, ça, j'ai pas trop de données sur ça, mais ça, j'ai des données. Donc, maintenant, je peux comprendre le sens du fait que, par exemple, ma mère, quand je lui posais des questions sur l'attente, c'était le silence total, etc., qu'elle quittait la pièce tout de suite, ou bien ça pouvait être de la violence, etc. Maintenant que je connais certaines choses, ça donne du sens, etc. Maintenant, comment je me positionne par rapport à ça, ça peut faire tout ça. Et là, à ce moment-là, la personne, en fait, peut extérioriser sa douleur. Elle peut la poser parce que c'est accueilli. Là où c'est intolérable, c'est finalement quand la douleur, quand le choc, le trauma, donc la douleur, la souffrance est intériorisée. Et ça se passe quand la personne vit des choses. Et ça peut être de la vie quotidienne. Hein. Je veux dire, les toxines, la perversion, ça peut être vraiment des choses. Et c'est encore plus toxique, c'est répétitif, répétitif. Oui, répétitif. des petites choses pas très douloureuses, voilà, mais répétitives. Voilà, et finalement, quand elle essaye de donner du sens, parce qu'un enfant en plus a besoin de donner du sens, c'est comme ça qu'il grandit et qu'il va dans le monde, mais il se retrouve face à un mur de silence. Donc là, le non-dit, tout ça, là, il intériorise tout ça, puisque ça ne peut pas être posé à l'extérieur, il n'y a pas une figure à l'extérieur, père, mère ou quelqu'un qui fait figure d'autorité pour lui expliquer et remettre les choses dans l'ordre. Donc, tu n'as pas à être la mère de ta maman, c'est le contraire. C'est l'adulte qui prend soin de l'enfant, c'est pas le contraire, enfin, de remettre les choses vraiment dans le bon ordre, etc. Dans ce cas-là, il va l'intérioriser et là, ça devient une souffrance insoutenable. Effectivement, qu'on peut noyer de différentes façons. Hein. Ça peut être la drogue, l'alcool, enfin bon, bref, il y a plein de façons, on trouve des biais, etc., etc. Jusqu'à un moment, pour la personne, ça devient vraiment intolérable. Donc là, en général, c'est comme ça qu'elle se retrouve dans nos bureaux. Et je recommande parce que c'est exactement le travail pour en fait digérer tout ça. Donc ça, c'est un travail d'écoute, d'échange, de communication tranquillement. Et le but, c'est de digérer tout ça pour tourner la page. On ne tourne pas la page de son histoire, puisque c'est ce qui nous façonne. Par contre, on peut tourner la page sur les traumas en les digérant. Donc, si je résume, ton livre
c'est au fond comme une porte d'entrée, une mise en bouche pour aller feuilleter le grand album de son histoire familiale et repérer des gros nœuds et ensuite prendre rendez-vous avec toi ou une personne compétente, mais je dirais plutôt toi ici, en Oui, ça l'occurrence. peut être moi ou toute autre personne qui a. Moi, j'ai fait ma formation à Paris et on était, en fait, il y en avait très peu qui étaient à Paris. Il y en a qui sont en Suisse, il y en a qui sont en Corse, il y en a qui sont à Montpellier. Moi, je suis dans la région toulousaine. Il y en a qui sont bref, Mm. en PACA. Voilà. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui est quand même habitué, je pense, hein, à travailler sur cette question d'histoire familiale. Et c'est vrai que moi, dans l'approche, je prends comme base, on travaille sur l'arbre, donc vraiment concrètement, la feuille, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'à chaque séance, on travaille sur l'arbre, mais c'est la base. Et ça permet de poser les choses, de mettre des mots, de dessiner. Et en même temps, c'est très créatif, puisque, en tout cas, avec moi, la personne, elle prend la couleur qu'elle veut, mais les formes qu'elle veut. Et ça permet c'est une interface, la feuille. C'est une Mm. interface entre, en l'occurrence, moi, le thérapeute, et la personne, et entre la personne et sa famille. Et Ah ça oui. permet de vraiment nommer, ça permet de poser les choses sur quelque chose, sur un cadre qui lui appartient, puisque moi, je n'écris jamais, jamais sur la feuille de l'arbre de la personne. Et tranquillement de prendre du recul. Prendre du recul, voilà. Super. Et tu travailles en ligne puisque depuis les événements. Oui, oui, alors je travaille en présentiel, bien sûr, et en ligne. Alors, c'est sûr qu'en ligne, pour moi, ça a été tout le questionnement de la symbolique aussi, d'avoir un écran entre soi alors qu'on essaye de questionner l'histoire familiale. Donc, j'ai des gens avec qui je travaille en ligne qui, quelquefois, viennent dans la région toulousaine, donc aux 2 mois. Et dans ce cas-là, on fait une séance plus grande en présentiel, puis ils retournent en ligne. Bon, la condition en ligne, c'est que la personne ait quand même un mur derrière elle, à côté d'elle, surtout derrière elle, parce qu'il faut que je le vois, où elle puisse mettre une grande feuille, des crayons, parce qu'on travaille quand même sur l'arbre, même en ligne, quoi. Mhm. C'est important. Et si à un moment on peut se voir en présentiel, même si ce n'est pas fréquent, mais peut-être de façon régulière, c'est bien. Mais sinon, oui, tout à fait, ça peut tout à fait se faire en ligne. Voilà. Ok. Et donc tu as un site alors? Oui, alors moi, ça s'appelle Tandam, tandam.fr. Et là, bon, parce que je suis aussi prof de yoga, sophrologue, donc voilà, il y a tous les outils que j'utilise. Et les gens peuvent très bien aller sur mon site, s'inscrire à ma newsletter. Hein, en bas de chaque page à droite, vous pouvez s'inscrire à ma newsletter et rentrer en contact avec moi via mon site. Il y a un onglet contact. Donc, ils peuvent rentrer en contact avec moi via mon site. Voilà. Génial. Et vous voyez passer ici sous la vidéo le lien du site. Donc vous avez tout pour prendre contact avec Isabelle. Et voilà, nous arrivons tout doucement à la fin. Et si tu avais un petit message pour nos auditeurs et auditrices, ce serait quoi? Message, eh bien, je dirais que tout est possible. On peut se libérer de son histoire familiale, vraiment, et de faire confiance à sa capacité de résilience et à sa capacité de construire sa propre histoire. Voilà, sa propre histoire en fonction de qui on est. C'est ce qui me vient. Génial. Finalement, pourquoi ne pas s'autoriser à construire l'histoire qui nous donne envie de nous lever chaque matin et d'accomplir Exactement. notre vie? Voilà, voilà. Exactement, c'est ça. Voilà, tout grand merci Isabelle d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de te faire connaître à ma communauté. Alors, pour ne rater aucune de nos prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis surtout, partagez avec vos amis. Cela ne peut que leur faire du bien. Et nous vous disons au revoir et à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde. Au revoir Isabelle. Au revoir. Merci.